Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie, influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. La France est le pays qui a inventé la grande cuisine et le restaurant, élu quelques illustres cuisiniers depuis le début du XIXe siècle. Le premier des chefs fut Antonin Carême, qui simplifia la cuisine aristocratique, codifia les sauces, imposa le service à la russe et inventa, avec Talleyrand, la diplomatie culinaire. À l'aube du XXe siècle, ce fut Auguste Escoffier qui allégea la cuisine de Carême et codifia la grande cuisine française. Il inventa, avec César Ritz, les règles de l'hôtellerie de luxe internationale et des palaces et mit en place les brigades de cuisine, une organisation toujours en vigueur aujourd'hui. Il est considéré comme le père de la grande cuisine française du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, il y eut l'emblématique Fernand Point, qui fut l'un des premiers chefs à obtenir 3 étoiles en 1933, reconnu comme le chef le plus célèbre de l'univers, à la tête de la Pyramide à Vienne, le restaurant le plus prestigieux du monde. Il était le père de la nouvelle cuisine avant l'heure, mais celui qui marqua l'histoire de la cuisine française pendant toute la seconde moitié du XXe siècle fut l'illustre Paul Bocuse. Leader charismatique de la nouvelle cuisine française, il fut sacré cuisinier du siècle, ambassadeur de la cuisine française dans le monde et reconnu par 3 étoiles au guide Michelin pendant 53 ans. Il fut, et reste encore, le chef le plus connu au monde. C'est la formidable aventure de Paul Bocuse, que ses disciples appellent Monsieur Paul, que nous allons découvrir dans ce podcast. Nous balayerons successivement ses origines, son ascension, son action, son influence et son héritage. Paul Bocuse n'est pas devenu cuisinier par hasard. Il est le descendant d'une longue dynastie de cuisiniers qui se sont succédés à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon. La grande et belle histoire de la famille Bocuse remonte à 250 ans. Le premier du nom, celui qui initia le mouvement culinaire, fut Michel Bocuse. Pêcheur sur la Saône, il installa un petit cabaret à friture à Collonges-au-Mont-d'Or en 1765. Les générations se succédèrent jusqu'à Nicolas Bocuse, né en 1813. C'est ce dernier qui aménagea une première auberge devenue l'actuelle abbaye de Collonges. Des générations continuèrent de défiler, chacun apportant sa pierre à l'édifice et développèrent l'auberge familiale jusqu'en 1921. L'année 1921 restera à jamais gravée dans l'histoire de la famille Bocuse. Excédé par le comportement un peu frivole de son épouse, Joseph, le grand-père de Paul Bocuse, vendit subitement les murs, le fonds de commerce et surtout le nom de Bocuse à un repreneur russe. Ce fut probablement la seule solution qu'il trouva pour que les clients ne fassent plus les yeux doux à son épouse. Une solution radicale puisque l'auberge familiale, devenue restaurant Bocuse, quitta définitivement la famille Bocuse pour plus de 4 décennies. La 8e génération fut déterminante puisqu'en 1901 naquit Georges Bocuse qui épousa Irma Roulier. Ensemble, ils engendrèrent, le 11 février 1926, l'illustre Paul Bocuse. Irma Roulier était la fille des restaurateurs de l'Hôtel du Pont, situé à quelques centaines de mètres de feu le restaurant Bocuse. Cet établissement allait jouer un rôle déterminant pour le retour en cuisine de la famille Bocuse. Ce fut à l'Hôtel du Pont que naquit Paul Bocuse et c'est cet hôtel qui devint l'auberge de Collonges, puis le restaurant Bocuse, triplement étoilé dans les années 1960. Georges Bocuse, alors au service militaire, eut beaucoup de mal à supporter la décision de son père de tout liquider sous un coup de colère. En 1925, il se fit engager comme chef de cuisine chez Léon, à Lyon, où il resta jusqu'en 1936, quand il décida de racheter l'hôtel du Pont de ses beaux-parents. Si Georges Bocuse possédait maintenant son propre restaurant, il ne pouvait toujours pas lui donner son nom, qui avait été cédé en 1921. D'autant plus que le repreneur du restaurant familial avait conservé l'enseigne restaurant Bocuse, connue autour de Lyon et qui lui assurait la renommée. Georges Bocuse faisait une cuisine simple mais de qualité. Au menu figuraient le brochet mayonnaise, l'omelette aux fines herbes, le saucisson chaud, pomme à l'huile, l'oreille de veau, sauce ravigote, les cuisses de grenouille ou le poulet chasseur. Paul Bocuse grandit dans les cuisines familiales et baigna très tôt dans l'univers culinaire. Il était aguerri aux travaux du jardin, à la connaissance des animaux et des oiseaux, à la pêche dans la Saône qui longeait le restaurant de ses parents. En 1941, âgé de 15 ans, il entra comme apprenti au restaurant de la Soierie, à Lyon,
un restaurant tenu par Claude Marais, qui était surnommé le cuisinier chantant, car il chantait tous les soirs à l'opéra. En pleine guerre, la Soierie était devenue un restaurant de marché noir où il fallait tuer le cochon et le veau à la ferme en cachette et confectionner boudins et terrines. C'était la débrouille, comme le dit Paul Bocuse plus tard. Lui, qui n'avait déjà pas passé son certificat d'études en raison de la déclaration de guerre, ne passa jamais son CAP pour la bonne raison qu'il s'engagea dans l'armée de la libération du général de Gaulle en 1944. Un cursus universitaire très bocusien qui lui fera dire plus tard, quand on l'interrogera sur sa formation de cuisinier, « J'ai mes 2 bacs, eau chaude et eau froide » ou alors « Je n'ai rien appris à l'école, je préfère savoir que 1947 est un bon millésime » ou encore « J'ai aussi fait Sciences Po » en faisant référence au fameux pot de vin lyonnais. Paul Bocuse n'était pas avare de beaux mots. Blessé, démobilisé, marié à Raymonde Duvert, il enfourcha son vélo en 1946 et monta au col de la Luère à Paul-Lyonnais chez la mère Brasier. La plus célèbre mère lyonnaise, auréolée de 2 fois 3 étoiles au guide Michelin en 1933 pour ses 2 restaurants. Elle l'embaucha sur le champ, en raison de son courage et de sa ténacité, car il fallait en avoir du courage pour gravir les lacets du col à vélo. Commença alors un difficile apprentissage, non seulement de la cuisine, mais aussi de la vie. Il fallait entretenir le jardin, traire les vaches, nourrir les cochons, laver le linge, couper le bois, déneiger la route et éventuellement apprendre à faire une cuisine simple avec des produits de qualité, mais pas pour autant facile à réaliser. Tout cela sous les coups de gueule de celle que tous les employés appelaient la mère. Paul Bocuse dit un jour « C'était une formidable école de la vie. C'est chez elle que j'ai découvert que dans la vie, il n'existe aucune réussite sans travail. » Chez la mère Brasier, la carte s'illuminait de fonds d'artichaut foie gras de quenelle, de langoustes belle aurore et de volaille demi-deuil. La véritable carrière de cuisinier de Paul Bocuse ne faisait que commencer. Maintenant que la guerre et les temps de pénurie étaient révolus, il pouvait lui donner un nouvel élan. Et c'est chez Fernand Point à Vienne que tout commença. En 1948, Paul Bocuse se fait embaucher à la Pyramide à Vienne par Fernand Point, où il travailla avec le chef de cuisine de la maison, Paul Mercier. De cette période, il retint le respect du produit et la nécessité de rechercher en permanence l'excellence. Fernand Point était une légende vivante, internationale dans le restaurant duquel venaient manger les chefs d'État, têtes couronnées et célébrités du monde entier. Il forma Paul Bocuse, Pierre et Jean Troisgros, Alain Chapelle, François Bise, Louis Houtier, tous triplement étoilés. Suivirent 2 années au Lucas Carton, place de la Madeleine à Paris, sous les ordres du chef Gaston Richard, qui lui apprit la vraie cuisine classique. Cela dit, ce ne fut pas un bon souvenir pour Paul Bocuse, car les conditions de travail étaient déplorables et les cuisiniers étaient considérés comme des forçats. Toutefois, ce fut là qu'il rencontra Pierre et Jean Troisgros, avec lesquels il développa une solide amitié. Les 3 cuisiniers se retrouvèrent ensuite chez Fernand Point à Vienne. En 1954, Paul Bocuse décida de retourner travailler avec son père à l'hôtel Dupont, devenu l'auberge Dupont à Collonges-au-Mont-d'Or, tout en faisant les saisons d'hiver à Megève. La cuisine familiale était alors simple, à des années-lumière des merveilles de la pyramide ou de Lucas Carton. Elle se constituait tout simplement d'omelettes, de saucissons chauds et de fritures du bord de Saône. L'apport de Paul Bocuse fut déterminant, car ils obtinrent une étoile au guide Michelin en 1958 qui mentionnait une cuisine d'une grande finesse. Les plats listés par le Michelin étaient alors terrine de grive, soufflé de truite, volaille de Bresse et agneau à la broche pour des menus entre 16 et 19 francs. Georges Bocuse décéda le 2 juin 1959, probablement d'avoir trop forcé sur la boisson, le mal de la profession. Jean-François Mesplède écrivit dans son ouvrage « Monsieur Paul et les autres » en moins de 4 ans, Paul Bocuse a donc vu partir les 2 hommes de sa vie, puisqu'en 1955, Fernand Point est mort au même âge que son père. Paul Bocuse était alors seul aux manettes et tout s'enchaîna très vite. Il obtint une étoile en 1960 et le titre de meilleur ouvrier de France en 1961. Toutefois, il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour rénover l'auberge comme il l'aurait dû. Les nappes étaient toujours en papier, les couverts en inox et les WC turcs étaient toujours là. Le couronnement arriva en 1965 avec la 3e étoile consacrant Paul Bocuse, plus jeune chef triplement étoilé de l'après-guerre. À 39 ans, avec son pâté Pantin Ferdinand Werner, sa mousse de truite à la Constant Guillot et son carré d'agneau à la broche, il entrait dans le club très fermé des 10 restaurants de France auréolés de 3 étoiles. Les menus étaient alors proposés à 34 et 38 francs. Mais le bonheur n'aurait pas été total si Paul Bocuse n'avait pas eu l'opportunité de récupérer son nom abandonné par son grand-père en 1921. En 1966, non sans mal,
il réussit à racheter les murs et le fonds de commerce de l'ancien restaurant de ses grands-parents paternels, l'ancien restaurant Bocuse. Enfin, la famille Bocuse récupérait son nom. L'ancien restaurant de ses grands-parents, rebaptisé l'Abbaye de Collonges, fut alors consacré à l'organisation de banquets et mariages dans un lieu agencé autour d'une collection unique de limonaires, dont le plus majestueux d'entre eux, un Godin 1900, correspondant à 110 musiciens, trône toujours dans la salle principale de l'abbaye. L'auberge du Pont pouvait enfin porter le nom de la famille Bocuse. Il fait inscrire son nom en gros, en lettres lumineuses sur le restaurant et le rebaptisa restaurant Paul Bocuse. Ce fut dans ce restaurant, toujours d'actualité, qu'il connut une ascension spectaculaire jusqu'à devenir le cuisinier le plus connu au monde. Une fois les 3 étoiles obtenues, Paul Bocuse se révéla le leader de toute une génération de cuisiniers de l'après-guerre qui se fédérèrent dans une société baptisée la Grande Cuisine Française. Paul Bocuse sonnait la libération et l'émancipation des cuisiniers. Personnage charismatique et curieux de tout, Paul Bocuse était aussi un travailleur acharné, un adepte de la rigueur et de la perfection et un amoureux des bons produits. Il fut le premier chef de l'après-guerre à sortir de sa cuisine pour aller au-devant du monde qui l'entourait et devenir un véritable chef d'entreprise. Il devint consultant dans un restaurant au Japon, distribua des produits et du vin dans le monde entier et organisa des dîners à New York, au Japon, au Brésil et dans le monde entier pour de riches industriels. En 1970, il fédéra les jeunes chefs étoilés dans une société baptisée la Grande Cuisine Française, à laquelle souscrirent de grands chefs de l'époque, Charles Barrier, Alain Chapelle, Jean et Pierre Troisgros, Paul Herbelin, Michel Guérard, Pierre Laporte, François Bise, Roger Verger, Louis Houtier, Gaston Lenôtre, René Lasserre et Raymond Oliver, déjà médiatisés et sollicités au Japon depuis les Jeux Olympiques de 1964. Ensemble, ils prônèrent la libération et la réhabilitation des cuisiniers initiés par Fernand Point. Auparavant, tous les honneurs revenaient au maître d'hôtel, en contact direct avec la clientèle. Ainsi, il partit au Japon en 1972, entraînant avec lui Jean-Paul Lacombe, alors âgé de 22 ans, qu'il avait pris sous son aile après le décès de son père. Jean-Paul Lacombe, se remémorant ce voyage, raconta « Quel beau démarrage dans une vie professionnelle. C'est inoubliable. Bocuse, il aime transmettre. Il prend soin de ses anciens élèves ou des gens qu'il aime bien. C'est un homme avec des qualités humaines hors normes dans tous les domaines. Il est hors norme. Il a un grand cœur, une grande générosité. » L'objectif de la Société de la Grande Cuisine Française était de vendre l'image d'excellence et d'élitisme des chefs étoilés aux grandes sociétés toujours en mal de prestige. Ainsi, Michel Guérard fut l'un des premiers à signer un contrat pour lancer une gamme de plats cuisinés pour la grande distribution avec Findus. Puis Paul Bocuse enchaîna avec Fleury Michon, William Saurin et Marie, avant de séduire d'autres grands noms comme Air France, pour la restauration dans le Concorde par exemple, le Savour Club, Gaz de France ou Cervère. La Société de la Grande Cuisine Française fut investie par Goemillot, 2 anciens journalistes qui écrivaient des critiques gastronomiques dans Paris Presse, l'Intransigeant, depuis 1958. Ils avaient créé une marque commerciale, Goemillot, en 1969 et lancèrent un nouveau magazine gastronomique mensuel avant de créer le guide Goemillot en 1972. Mais leur grande idée fut de lancer, après un déjeuner chez Paul Bocuse, puis chez Pierre et Jean Troisgros à Roanne, le concept de nouvelle cuisine française qui apportait innovation et légèreté et faisait la part belle à la cuisine du marché. L'ancienne cuisine d'Escoffier s'allégeait et se simplifiait, se voulait plus audacieuse, créative et raffinée. Les plats emblématiques de ces cuisiniers de cette nouvelle cuisine étaient la salade de haricots verts et la soupe aux truffes de Paul Bocuse, le pot-au-feu de la mer et la salade folle, avec foie gras et haricots verts, de Michel Guérard, le pot-au-feu de pigeons ramiers à l'anis étoilé et raviolis d'herbe d'Alain Chapelle, la choucroute de la mer et la cuisson vapeur de Jacques Manière, qui travaillait au Pactole à Paris, et l'emblématique filet de saumon à l'oseille des frères Troisgros. Les chefs français sortirent de leur cuisine, voyagèrent de plus en plus et exportèrent la nouvelle cuisine dans le monde entier. Cette émancipation des cuisiniers, qui devinrent propriétaires de leur affaire et non plus simples cuisiniers salariés de grandes maisons, fut certainement le premier rapport de Paul Bocuse à la cuisine. Bien qu'il fût propulsé le leader de la nouvelle cuisine française par Goemillot, Paul Bocuse ne fut jamais un adepte de cette nouvelle cuisine, mais restait un ardent défenseur d'une cuisine du marché, simple et généreuse, faite de produits de qualité. Son credo était davantage une cuisine traditionnelle de maison bourgeoise faite de vin, de beurre et de crème, qui s'affranchissait des codes du passé pour apporter une touche d'originalité dans la préparation.
Il fut peut-être le dernier à délivrer, chaque jour que Dieu faisait, cette cuisine traditionnelle dont la soupe aux truffes noires, VGE, la salade de homard du Maine à la française, le loup en croûte feuilleté sauce coron et la volaille de Bresse en vessie, mère Fillou, en étaient les monuments. Paul Bocuse définissait la cuisine ainsi. Il n'y a qu'une cuisine, la bonne cuisine. La soupe aux truffes noires VGE fut le plat qui rendit Paul Bocuse mondialement célèbre. L'histoire de ce plat commence en 1975 quand il fut décoré de la Légion d'honneur par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, au palais de l'Élysée. À cette occasion, il créa la soupe aux truffes noires VGE qui le rendit définitivement et mondialement célèbre. Le journaliste et ancien directeur du guide Michelin, Jean-François Mesplède, dans son ouvrage intitulé « Monsieur Paul et les autres », nous détailla par le menu la naissance de cette soupe mythique qui fit de Paul Bocuse un mythe mondial. Fin 1974, lors d'une rencontre impromptue avec le ministre des PTT, Paul Bocuse apprit qu'il figurait dans la prochaine promotion au titre de chevalier de la Légion d'honneur. Le ministre lui demanda quel serait son souhait quant à la personnalité qui pourrait lui remettre cette distinction. Celui qu'on appelait aussi le primat des Gaules hésita à peine et déclara sous le ton de la boutade « Vous savez, je ne vois personne d'autre que le président de la République ». L'affaire était délicate car aucun président en exercice n'avait décoré un cuisinier. Quelques jours plus tard, il reçut un courrier de Valéry Giscard d'Estaing, daté du 9 février 1975, l'informant que celui-ci souhaitait lui remettre lui-même cette distinction le mois suivant, à l'occasion d'un repas impromptu qu'il devait prendre dans une famille lyonnaise, comme il en avait l'habitude afin de prendre le pouls des Français. En fait, ce courrier était un canular monté par des copains farceurs et la signature du président avait bien été imitée. Il faut savoir que Paul Bocuse était un farceur né et était coutumier de ce genre de canular. Ainsi avait-il inscrit le chef Christian Bourriot, qui avait repris le restaurant Francotte, place des Célestins, au concours de meilleur ouvrier de France, en rédigeant l'inscription et signant à sa place. Il avait aussi repeint la façade d'un restaurateur, ami dans la nuit, rebaptisé le nom d'une rue en honneur de son ami Paul Lacombe, qu'il qualifiait alors d'inventeur de la cervelle de Canut, ou déchargeait un tas de gravillons devant un restaurant. La liste de ces frasques pourrait être longue à énumérer. C'était en quelque sorte l'histoire du film L'arroseur arrosait des frères Lumière qui arrivait à Paul Bocuse. Finalement, le président fut mis dans la confidence de la farce faite à Paul Bocuse et tout le monde se retrouva le 25 février à l'Élysée. Paul Bocuse avait convié ses amis à sa remise de médailles, des amis qui s'étaient aussi chargés du marché et du menu. Ainsi, Jean et Pierre Troisgros proposèrent leur escalope de saumon de Loire à l'oseille, Michel Guérard, son canard, Claude Joly et Roger Verger, ses petites salades du moulin. Paul Bocuse se chargea de l'entrée et du dessert. Il délégua le dessert à son gendre, Jean-Jacques Bernachon, qui avait épousé sa fille Françoise. Celui-ci revisita avec son père, Maurice, le traditionnel Montmorency et proposa un nouveau gâteau baptisé le Président, composé d'une ganache chocolat praliné et de griottes macérées dans du sherry, le tout déposé sur une génoise punchée au sherry. L'ensemble était recouvert de chocolat et surmonté d'une chevelure de copeaux de chocolat. Le gâteau président Bernachon fut inscrit pendant plus de 50 ans à la carte du restaurant Bocuse et la notoriété de Maurice Bernachon crut avec celle de Paul Bocuse jusqu'à devenir le chocolatier le plus connu au Japon. Pour réaliser l'entrée, Paul Bocuse s'inspira, selon ses dires, d'événements vécus dans sa vie quotidienne. D'une part, d'une soupe de légumes aux truffes, dégustée chez son fournisseur de truffes ardéchois, et d'autre part, d'une simple truffe cuite dans un ramequin fermé d'une pâte feuilletée que lui avait préparée son ami Paul Herbelin lors d'un repas de chasse en Alsace. C'est ainsi que Paul Bocuse eut l'idée de fusionner les deux recettes en apportant sa touche personnelle avec petits légumes, truffes et foie gras, de déposer la soupe dans une soupière à gratiner lyonnaise recouverte de pâte feuilletée et de la passer au four. La soupe aux truffes noires VGE était née ce 25 février. Cela dit, Paul Bocuse aimait enjoliver les événements et les histoires évoluaient souvent avec le temps. On pouvait aussi imaginer qu'il s'était tout simplement inspiré de la soupe aux truffes que servait déjà la mère Fillou, la mère de la gastronomie lyonnaise au début du XXe siècle. En 1975, à l'Élysée, lorsque la fameuse soupe aux truffes fut servie, Paul Bocuse raconta son histoire de la genèse de ce plat au président. Puis le président lui demanda « Et maintenant, que fait-on » Et Paul Bocuse de lui répondre, en joignant le geste à la parole « Et maintenant, président, on casse la croûte ». Son image d'ambassadeur de la gastronomie française s'ancra définitivement avec une autre idée de génie. Sollicité par le patron de Disney World à Orlando, il accepta de créer en 1982 un complexe de restauration français, le Pavillon de France, à Epcot Center en Floride avec Roger Verger, le Moulin de Mougins, et Gaston Lenôtre, car il était le seul à parler anglais. Il confia en 1996
la direction de ce complexe à son fils Jérôme Bocuse, qui sert toujours plus de 2000 repas par jour. Grâce à sa notoriété et à sa répartie, il fit la une des magazines. Paul Bocuse avait instinctivement perçu l'importance du marketing et des médias. Certes, il avait aussi un ego démesuré. Il aimait les récompenses et la reconnaissance, mais il avait aussi hérité de la générosité de son maître, Fernand Point. Il aimait partager son succès, aider ses amis et faire le bonheur de ses fournisseurs préférés, comme Georges Duboeuf et ses vins du Beaujolais, la mère Richard et son Saint-Marcelin coulant à cœur, Colette Sibilla et sa charcuterie, ainsi que du boulanger Philippe Jocteur et du chocolatier Maurice Bernachon. Comme le dit Pierre Orsi, l'un de ses premiers apprentis qui fut étoilé pendant 40 ans, Paul Bocuse, c'est le maître. Il n'hésitait pas à passer des coups de fil et à faire le casting pour les restaurants, cherchant un successeur afin de placer ses poulains. Dans ces petits mondes de la gastronomie lyonnaise, chacun lui devait un peu quelque chose ou eut un jour ou l'autre affaire à lui. De toute façon, rien ne pouvait se faire sans son accord. Il régnait en maître totalitaire et absolu. En 1989, Paul Bocuse fut désigné cuisinier du siècle par Goemio et considéré comme le pape de la cuisine. La même année, son restaurant fut classé premier restaurant du monde par The Rich and Famous World Best. En 1990, il créa son école de cuisine à Écully dans la banlieue de Lyon, dans un magnifique château, une école des arts culinaires et de l'hôtellerie devenue l'Institut Paul Bocuse, puis l'Institut Laïf depuis 2023. Depuis plus de 25 ans, l'Institut forma plusieurs milliers de chefs qui essaimèrent à travers le monde, diffusant l'art de la cuisine à la française. En 1991, il fut le premier cuisinier immortalisé au musée Grévin. Toujours à l'affût de bousculer les codes, il fit réaliser un double de son personnage aux côtés duquel il arriva à Collonges en grande pompe. Un double qui trône toujours dans son restaurant. Paul Bocuse ne saisit pas la tendance des brasseries de chefs à la mode dans les années 1980, mais quand il se décida à investir ce segment de marché, il le fit comme à son habitude, en seigneur et maître, achetant tout ce qui se présentait à Lyon. À l'initiative de Jean Fleury, l'un de ses meilleurs ouvriers de France à Collonges, il ouvrit en 1994 sa première brasserie de chefs, Le Nord, à Lyon. Il se lança alors dans l'ouverture d'un nombre considérable de restaurants et brasseries de toutes sortes à Lyon. Le Sud en 1995, l'Est en 1997, l'Argenson en 2002, l'Ouest en 2003, l'Ouest Express en 2008, la brasserie Font Rose en 2012, Marguerite Restaurant en 2013 et de nombreux autres établissements à l'étranger. Mais sur cette nouvelle tendance, il ne fut que suiveur et non précurseur, puisque cela faisait déjà 20 ans que Jean-Paul Lacombe avait ouvert son premier bistrot de chef à Lyon avec le bistrot de Lyon. Ce qui fit dire à Jean-Paul Lacombe « Heureusement que M. Paul s'est réveillé un peu tard pour lancer ses brasseries, sinon nous n'aurions rien eu à acheter pour nous développer. » Il faut noter que jamais Paul Bocuse ne tenta d'installer une de ses brasseries à Paris. Il y avait une sorte de motus vivendi. Il n'allait pas sur les terres parisiennes de ses collègues, en contrepartie de quoi ceux-ci n'eurent jamais l'outrecuidance de venir le concurrencer sur ses terres lyonnaises. Enfin, en 2004, il inaugura la fondation Paul Bocuse, un rêve qui lui tenait à cœur depuis des années. Son objet était de préserver et transmettre la connaissance des métiers, de la cuisine, des gestes et des savoir-faire. Très tôt, Paul Bocuse comprit qu'il devait déléguer son savoir-faire à des chefs qui allaient reproduire sa cuisine à l'identique, même s'il était en voyage. Il s'entoura de nombreux meilleurs ouvriers de France. Dans les années 2000, Paul Bocuse mit en place une structure forte de 3 meilleurs ouvriers de France, Gilles Reinhardt, Christophe Muller et Olivier Couvin, dans son restaurant étoilé afin d'en assurer la pérennité et surtout de maintenir la qualité de la cuisine. Celui qu'on appelle M. Paul incarnait depuis près d'un demi-siècle le métier de chef qu'il avait su sortir de l'ombre et celui d'ambassadeur de la cuisine française à travers le monde. C'est pourquoi le titre de pape de la cuisine française lui survécut pour l'éternité. M. Paul célébra ses 53 ans de 3 étoiles de 1965 à 2018 sans interruption, un succès unique, hors norme, qui ne sera probablement jamais égalé. Paul Bocuse fut le premier chef à sortir de sa cuisine pour aller à la rencontre des clients et voyager dans le monde entier. Afin de supplier ses absences et assurer chaque jour une cuisine de qualité, il s'entoura très tôt des meilleurs cuisiniers dont un certain nombre sont devenus à leur tour et sous la pression de Paul Bocuse, meilleur ouvrier de France. Le Lyonnais, Johannes Nandron, chef du restaurant éponyme, fut le premier chef de province sacré meilleur ouvrier de France en 1949. Ce fut lui qui donna l'impulsion des meilleurs ouvriers de France dans la capitale de la gastronomie. Ce fut lui aussi qui inscrivit Paul Bocuse au concours de meilleur ouvrier de France, couronné de succès à sa deuxième tentative en 1961. En 2017,
Ils étaient 8 meilleurs ouvriers de France en exercice dans son restaurant de Collonges, ses brasseries et son groupe, à savoir Paul Bocuse, le maître incontesté, toujours présent par la pensée, Jean Fleury, le directeur du groupe Paul Bocuse, 4 meilleurs ouvriers de France du restaurant Paul Bocuse, Christophe Muller, le chef exécutif, Gilles Reinhardt, le chef de cuisine, Olivier Couvin, le second de cuisine, et François Pipala, le maître d'hôtel. 2 meilleurs ouvriers de France, chef exécutif des brasseries Paul Bocuse, Éric Pansu et Gérard Vignat. Quand on sait qu'était déjà passé par les cuisines de Paul Bocuse Roger Jaloux, meilleur ouvrier de France 76, qui était resté 40 ans à Collonges, Christian Bouvarel, meilleur ouvrier de France 1993, qui lui avait succédé, et le sommelier John Evrard, meilleur ouvrier de France 2007, cela faisait 11 meilleurs ouvriers de France dans une même maison, du jamais vu dans l'histoire de la cuisine. M. Paul s'éteint le 20 janvier 2018 à son domicile de Collonges au Mont-d'Or, dans la même chambre où il était né. Des centaines de chefs vinrent du monde entier pour lui rendre hommage une dernière fois à la cathédrale Saint-Jean lors de ses obsèques qui se tinrent le vendredi 26 janvier 2018 sous une pluie battante. À cette occasion, Pierre Troisgros, son ami de toujours, dit de lui « La Saône, ta rivière chérie, est en peine, elle déborde de tristesse. » Enfin, avant que le cercueil de Paul Bocuse ne quittât la cathédrale sous les applaudissements, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, salua son œuvre en ajoutant « Vous incarniez cette subtile alliance entre l'élégance et l'art de vivre qui constitue la singularité française. Ce soir, nous regarderons, mais 3 nouvelles étoiles devraient briller dans les constellations. » Quel héritage Paul Bocuse veut-il laisser aux générations futures ? Paul Bocuse régna en maître sur la gastronomie lyonnaise, française et mondiale pendant un demi-siècle. Il libéra les cuisiniers qui s'échappèrent de leur cuisine pour aller à la rencontre de leurs clients, pour voyager et enfin devenir de véritables stars médiatiques. Il devint malgré lui le leader des chefs de la nouvelle cuisine des années 1970 et le premier chef à avoir été décoré de la Légion d'honneur par un président de la République. Il donna son nom au Bocuse d'Or, considéré comme le plus grand show culinaire au monde, à l'Institut Paul Bocuse, devenu Institut Life, et aux Halles de Lyon. Il redynamisa le concours, un des meilleurs ouvriers de France, et lui donna un signe de reconnaissance, la veste grand chef, avec son col bleu-blanc-rouge. Enfin, il fut consacré cuisinier du siècle en 1989 par le magazine Goemio et considéré comme le plus grand ambassadeur de la cuisine lyonnaise et française à travers le monde de la seconde moitié du XXe siècle. Malgré cette œuvre considérable, on peut raisonnablement se poser la question de l'héritage laissé par M. Paul aux générations futures et à la ville de Lyon, car la plupart de ces faits de gloire sont immatériels et ont du mal à survivre au temps qui passe. Avant lui, Antonin Carême avait été le premier à se faire appeler chef. Il avait codifié les sauces et inventé la toque, les gros nougats, les grosses meringues, les croquants et la diplomatie culinaire, alors qu'il était au service de Talleyrand. Il avait aussi laissé à la postérité de nombreux ouvrages culinaires et quelques 2000 recettes, ainsi que le service à la russe, toujours en usage aujourd'hui. Quant à Auguste Escoffier, le père de la grande cuisine française du XXe siècle et le maître à penser de Paul Bocuse, il était devenu le premier chef starisé au monde. Il avait codifié la grande cuisine française, formé et installé plus de 2000 chefs dans le monde et organisé le modèle des restaurants gastronomiques dans les palaces et sur les paquebots transatlantiques. Il avait légué à la postérité non seulement son guide culinaire, ses 5000 recettes, et aussi l'organisation des brigades de cuisine plus que jamais d'actualité dans les grands restaurants. Sa mémoire est encore honorée au musée Escoffier de Villeneuve-Loubet et, depuis 1963, par l'Association des disciples d'Escoffier international, représentée sur les 5 continents dans plus de 30 pays. Face à ces monuments de la gastronomie, quel sera l'héritage laissé par M. Paul ? Ces ouvrages n'ont pas laissé une trace dans l'histoire, ni ses recettes d'ailleurs. S'il a rendu hommage à son mentor Fernand Point en inscrivant les filets de sole Fernand Point à sa carte, aucun de ses disciples ne lui a rendu hommage en dédiant un plat à son nom à Lyon ou ailleurs. D'ailleurs, tous les cuisiniers MOF qui ont travaillé à son service n'ont pas utilisé le savoir-faire acquis pour se mettre à leur compte, mais sont restés bien au chaud au service de M. Paul jusqu'à la fin de leur carrière. Le loup en croûte sauce coron est une recette qui avait déjà été créée par Fernand Point pour le baptême de sa fille Marie-Josée en 1940. La soupe aux truffes et la volaille de mi-deuil étaient des recettes qui étaient déjà inscrites à la carte de la mère Fillou au début du XXe siècle. D'ailleurs, la première recette canonique de poularde truffée en demi-deuil fut publiée dans le Dictionnaire général de la cuisine française, ancienne et moderne, de Cousin de Courchon en 1853. L'une de ses variantes,
la poularde truffée en vessie qui trône toujours sur la table de M. Paul, dont la recette fut donnée par l'Étoile dans le Moniteur officiel des cuisiniers du 24 mai 1874, fut mise au point dans la cuisine de la Pyramide à Vienne dans les années 1930 par Fernand Point et Marius Vétard. Quant à la soupe à la jambe de bois, ce pot-au-feu majestueux, servi avec un jarret haussant l'air, sa recette figurait déjà dans le cuisinier moderne de Vincent Lachapelle en 1742. Il reste une autre recette maison, le filet de rouget en écailles de pommes de terre créé par Roger Jaloux, qui travailla 40 ans au service de M. Paul jusqu'à devenir le chef exécutif du restaurant Bocuse. Sans que cela n'ait jamais été confirmé par les intéressés, nous émettons une hypothèse que ce plat signature aurait pu être inspiré d'une découverte que fit M. Paul au restaurant Le Cirque de Sirio Maccioni à New York au début des années 1990, à l'occasion de laquelle il découvrit la crème brûlée. Une étude approfondie de la carte de ce restaurant de cette époque nous permit d'y découvrir un bar en croûte de pommes de terre, un bar entier recouvert de fines tranches de pommes de terre croustillantes, servi avec une sauce au vin rouge. Comme je n'ai aucun moyen de prouver cette hypothèse, mettons-nous au moins d'accord sur le fait que le bar en croûte de pommes de terre du Cirque et le filet de rouget en écailles de pommes de terre de Roger Jaloux partagent certaines similitudes troublantes. À ce jour, le label Bocuse continue à rayonner sur la ville de Lyon au travers de son restaurant de Collonges-au-Mont-d'Or et de ses brasseries, des Halles de Lyon, Paul Bocuse, de l'Institut Paul Bocuse et du Bocuse d'Or. Cependant, une première faille est apparue en 2023 avec le changement de nom de l'Institut Paul Bocuse en Institut Life, après un litige entre Jérôme Bocuse et l'Institut. Peut-être l'Institut avait-il pressenti les évolutions à venir et préféré les anticiper en se donnant un nom qui lui permettrait de voler de ses propres ailes. Qu'en sera-t-il de ces restaurants du Bocuse d'Or et de son nom donné aux Halles de Lyon d'ici 20 ans ? Raisonnablement, on peut imaginer que tout cela va disparaître avec le temps, d'autant plus que la municipalité n'a jamais soutenu ni fait de la gastronomie un axe de développement prioritaire, sauf dans les années 1930. Avec les successions, ces restaurants pourraient aussi être cédés à un repreneur, un groupe financier qui ait suffisamment les reins solides pour mettre plusieurs dizaines de millions d'euros sur la table. Bocuse d'Or, le plus grand show culinaire au monde, créé à Lyon en 1987 et auquel Paul Bocuse a donné son nom, était entièrement géré par des chefs lyonnais, amis de Paul Bocuse. Avec le temps, ceux-ci disparaissent les uns après les autres et forcément d'autres chefs venus d'ailleurs font partie de l'organisation. Tant que Jérôme Bocuse sera le président du comité d'organisation de Bocuse d'Or, restera à Lyon. Mais demain, qui peut nous assurer que ce concours ne partira pas à Paris, où il pourrait se dérouler pendant le SIAL, le Salon international de l'alimentation ? Avant lui, la Coupe du monde de la pâtisserie, créée à Lyon en 1989, a déjà entrepris sa mutation. Depuis le retrait de son président fondateur, le Lyonnais Gabriel Paillasson, en 2017, ce sont des Parisiens qui ont repris en main les rênes du concours. Ne nous leurrons pas. Si nous regardons les traces laissées par d'autres grands noms de la gastronomie lyonnaise, il n'y a pas de quoi être rassuré. Que reste-t-il de la mère Fillou, la mère de la gastronomie lyonnaise ? Une allée à son nom aux Halles de Lyon, l'un de ses couteaux au musée Escoffier à Villeneuve-Loubet et une plaque posée par l'étoque blanche lyonnaise à l'emplacement de son ancien restaurant. Que reste-t-il de la mère Brasier, la plus célèbre des mères lyonnaises, auréolée de 2 fois 3 étoiles en 1933 ? Une allée aux Halles de Lyon, une rue et son restaurant qui porte toujours son nom. Heureusement que sa fille, Jacotte Brasier, perpétue depuis toujours son image et son œuvre. Ainsi, M. Paul risque bien de ne laisser à la postérité que la veste mauve. Sa mémoire sera peut-être honorée sur une plaque de rue, dans un musée qui lui sera dédié, que la ville se souviendra de ce que cet homme lui a apporté, et par quelques défenseurs qui se réuniront dans une association pour lui rendre hommage. Et pourtant, Paul Bocuse a joué un rôle considérable de la renommée de Lyon et le fait de perpétuer son titre de capitale mondiale de la gastronomie donné par Krunowski en 1935. Souvenons-nous de ce que disait Gustav Heinemann, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, alors que la discussion se portait sur Lyon. Ah, Lyon, cette ville qui se trouve près de Bocuse. Ça, c'est vraiment la gloire. Et je conclurai ce podcast par ce conseil sous forme d'espoir. La ville ferait bien d'honorer cet homme à la hauteur de cette gloire avant qu'il ne soit trop tard, car si Krunowski a consacré Lyon capitale mondiale de la gastronomie en 1935, il y a longtemps que ce titre aurait disparu entre Saône et Rhône si M. Paul n'avait été là pour mettre Lyon et sa gastronomie à toutes les sauces et dans les casseroles du monde entier. À bon entendeur, salut. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.